Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce séminaire en ligne, Choisir son laser de marquage. Je suis Bertrand Dodane, responsable de projet chez NWS Tech. Alors, un petit point de traduction pour commencer. Webinar en anglais, et on peut traduire ça chez nous en séminaire en ligne. Voilà, c'est une technologie que nous allons utiliser de plus en plus pour vous transmettre de l'information et du savoir. Deuxième point, un webinaire, c'est interactif, c'est tout l'intérêt de la chose. Donc, vous pouvez poser vos questions et nous répondrons à toutes ces questions en fin de présentation. Vous l'aurez compris, nous aurons une deuxième partie donc consacrée aux discussions, questions-réponses, mais je vous propose de débuter la présentation. Alors, qui sommes-nous? Juste un petit mot et un petit slide pour simplement vous dire que nous sommes aujourd'hui un fabricant de systèmes de marquage laser exclusivement. C'est-à-dire que nous ne faisons pas d'autres applications dans le domaine du laser, pas de découpe, pas de soudage. Et le marquage laser, c'est aujourd'hui une technologie à vocation de plusieurs points. Le plus important étant la traçabilité. On a aussi l'anti-contrefaçon et la décoration. Mais la traçabilité, on la rencontre dans plus en plus de domaines. Alors, on la connaissait dans l'industrie, dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, mais aujourd'hui, on va dire que toute l'industrie, en général, est confrontée à des problématiques de traçabilité. En effet, on a besoin de plus en plus de tracer les pièces et non plus un lot de pièces. Donc, tracer la pièce, ça veut dire marquer la pièce. Donc, on a un acronyme en anglais qui est Direct Part Marking, DPM, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on doit marquer la pièce directement. Et la technologie laser est une technologie qui permet assez facilement par rapport aux autres technologies de marquer les pièces directement. Pour finir sur notre métier, on intervient en France, mais également dans le monde entier, parce que nos clients sont implantés dans le monde entier, tout simplement. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur la société, sur nos produits, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Alors, on va commencer avec un peu d'histoire en 3 dates. La première date, c'est Albert Einstein qui, en 1917, a mis en évidence le principe de l'émission stimulée. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose pour le moment, mais je vais vous expliquer dans quelques minutes à quoi correspond cette émission stimulée. Le deuxième personnage clé, c'est Theodore Meiman, donc, qui est un Américain. Et en 1960, c'est le premier à avoir mis au point un laser qui, à l'époque, était à rubis. Et depuis environ 40 ans, on peut dire que le laser est utilisé aujourd'hui dans l'industrie. Alors, avant de choisir un système de marquage laser, il faut savoir comment on fabrique un laser. Et en premier lieu, que signifie cet acronyme amplification de lumière par émission stimulée de radiation? Alors, amplification de lumière, on comprend, mais l'émission stimulée de radiation, ça va nous obliger à faire un saut dans l'infiniment petit. Et nous allons parler un peu de l'atome. Donc, pour rappel, ceux qui ne savent pas, ou qui n'ont pas suivi plutôt les cours de chimie en 5e, un petit rappel. Donc, un atome, c'est composé d'un noyau, que vous voyez là au centre de notre atome, et de niveaux d'énergie. Et sur ces niveaux d'énergie gravitent en orbite les électrons. Pour fabriquer un laser, on va d'abord envoyer une quantité d'énergie qui va permettre à l'électron de passer sur un niveau supérieur. Donc l'électron qui était sur un niveau d'énergie 1
va passer sur le niveau d'énergie 2. En terminologie laser, en langage laser, on appelle ça du pompage optique. L'atome ou la molécule va être excité par cet apport d'énergie lumineuse. Alors, comment on réalise ce pompage optique? Dans les lasers, on va employer une source de lumière. Alors, il y a un petit moment, au début des lasers, on utilisait une simple lampe. Ça s'est petit à petit amélioré avec des lampes plus forte puissance. Mais vous voyez ici, donc, l'énergie qu'on envoie est une énergie qui est sur plusieurs spectres du domaine visible, donc c'est une lumière blanche. Mais de plus en plus, dans les lasers actuels, on va envoyer une lumière, une énergie monochromatique à partir d'un laser. Donc on utilise déjà un laser pour exciter notre molécule. Alors cet apport de lumière que l'on va faire, il va permettre à l'électron de passer du niveau 1, notre petit électron qui est ici, à un niveau 3. Il va grimper de 2 niveaux d'un seul coup. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la molécule qui est dite excitée. Rapidement, cet électron, qui était sur le niveau 3, il va descendre sur le niveau 2. Il va dégager de l'énergie, et l'énergie sous forme de chaleur. C'est pour ça que les lasers chauffent. Et c'est cette chaleur qu'il faut prendre en compte quand on dimensionne un laser. Quand on fabrique une source laser, on est très vite confronté à des problèmes thermiques. Voilà pourquoi on a ces dégagements de chaleur. L'électron passe du niveau 3 au niveau 2. Mais la molécule ne va pas s'arrêter là, elle va se désexciter une deuxième fois. Et l'énergie qui va être libérée à ce moment-là, elle va être libérée sous la forme d'un photon. Et ce photon, on va appeler ça l'émission spontanée. C'est ce qu'on voit ici. Un photon qui va être envoyé comme ça par la molécule dans la nature. Alors là où c'est intéressant, c'est si notre photon, notre émission spontanée, rencontre une autre molécule qui est encore excitée. Et à ce moment-là, la molécule va se désexciter et produire un deuxième photon, un ensemble plus exactement de 2 photons qui seront de même phase et de même longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle notre émission stimulée. Rappelez-vous, 1917, émission stimulée. Nous allons observer une réaction en chaîne sur les photons qui sont en phase et de longueur identique, puisque le but est de les faire rencontrer d'autres molécules excitées. Et donc réaction en chaîne, puisque le nombre de photons en phase et de longueur d'onde identique va augmenter jusqu'à produire ce qu'on appellera un faisceau cohérent. Mais est-ce que c'est suffisant pour atteindre notre but, c'est-à-dire marquer des pièces? En fait, il va nous falloir fabriquer ce qu'on appelle une cavité. Une cavité, c'est quoi? C'est composé d'un milieu actif. Le milieu actif qui va avoir la capacité d'amplifier nos photons. Donc, typiquement, c'est nos molécules de tout à l'heure. Pour amplifier correctement nos photons, on va canaliser nos émissions de photons entre 2 miroirs. Donc nous avons ici un miroir qui réfléchit à 100% et à droite de la cavité, un miroir qui réfléchit à 50%, ce qu'on appelle un miroir semi-transparent. Et tous les photons, donc notre émission stimulée, notre faisceau cohérent qui va sortir du milieu actif, tous ces photons vont rebondir entre les 2 miroirs et retraverser notre milieu actif. Donc on va augmenter notre fabrication de photons, donc notre amplitude de photons, donc notre énergie. Certains lasers fonctionnent avec des milieux actifs solides, sous la forme d'un cristal, une terre rare. Ces milieux actifs purs vont favoriser l'émergence de photons stimulés qui seront tous en phase et de même longueur d'onde. D'autres lasers fonctionnent avec des liquides très spéciaux, des colorants. La génération de photons dans ces milieux actifs se fait grâce à une source de pompage, qui peut être une lumière blanche,
ou un laser de pompage. La troisième catégorie de milieu actif est le gaz. Un mélange contenu dans une ampoule est excité par des décharges électriques entre deux électrodes. Alors, en sortie de cavité, nous avons donc un faisceau qui a toutes les caractéristiques d'un laser. Il est monochromatique et tous les photons sont en phase. Donc, on a bien notre faisceau cohérent. Mais il va nous en falloir plus. Je vous propose un schéma classique d'une cavité laser. Alors, il y a un petit peu de lecture, mais c'est très simple. On va retrouver nos éléments, à savoir notre miroir réfléchissant à 100%, notre miroir en face semi-réfléchissant, notre pompe. Donc là, on a une pompe monochromatique, vous voyez, qui est à 880 nanomètres, donc qui est issue d'un laser. Et nous allons retrouver notre cristal, donc nos molécules qui sont prêtes à être excitées. Alors, ce qu'on rajoute, c'est ce que vous voyez ici qu'on appelle le système de déclenchement. En effet, pour attaquer des matériaux durs, tels que l'acier par exemple, l'inox, on a besoin d'une énergie crête très importante. Pour avoir une énergie crête très importante, on a deux solutions. Soit on fabrique un laser très puissant. Le problème du laser très puissant, c'est que le laser va coûter cher et qu'on va avoir des problèmes de chauffe. On a dit qu'un laser, ça chauffait. Donc on va devoir refroidir tout ça avec de l'eau. Voilà, c'est impactant. La deuxième solution, c'est qu'on va travailler sur un laser avec une puissance plus raisonnable, mais avec un système de déclenchement. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'effet impulsionnel, comme un condensateur. Un condensateur, on le charge, on lui fait emmagasiner de l'énergie qu'on va relâcher d'un seul coup. Avec le laser impulsionnel, c'est exactement la même chose. On emmagasine de l'énergie lumineuse qu'on relâche pendant une période donnée. C'est comme un condensateur, c'est comme une bougie. Si vous soufflez sur une bougie très doucement, la flamme ne va pas s'éteindre. Si vous emmagasinez de l'air dans votre bouche, que vous lâchez cet air emmagasiné d'un seul coup, votre bougie va s'éteindre. Alors que nous avons la même quantité d'air envoyé. Alors, vous voyez ici la différence entre un laser continu, à gauche, où on voit très bien que notre puissance moyenne est égale à notre puissance crête, qu'on appelle ici P0. Admettons qu'on a un laser de puissance moyenne de 100 watts. Sur la partie droite, nous avons un laser impulsionnel. On voit bien les impulsions ici. Et notre puissance crête, cette fois, va devenir notre énergie par impulsion, divisée par la durée de l'impulsion. Donc dans notre exemple, si on garde notre puissance moyenne de 100 watts, une durée d'impulsion de 10 millisecondes, on aura une puissance crête de 1000 watts. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes rapports. Alors imaginez dans les lasers fibres actuels, les lasers simples, courants, on a des durées d'impulsion qui sont aux alentours de 100 nanosecondes, entre 100 et 200 nanosecondes, 0,1 à 0,2 millisecondes. Donc vous imaginez la puissance crête avec un laser, de puissance moyenne 20 watts, la puissance crête qu'on peut envoyer sur la matière. C'est considérable. Faisons une petite discrétion pour parler des lasers fibres. De plus en plus, on rencontre dans l'industrie de lasers fibres. C'est vrai que les lasers fibres en infrarouge ont mangé un petit peu l'ancien laser, l'ancienne technologie. Alors, a priori, la cavité, ce que je vous montre là, c'est une cavité de laser fibre. Ça n'a rien à voir avec la cavité que je vous ai montrée tout à l'heure. En fait, vous allez retrouver les mêmes éléments. On a notre source de pompage, qui est aussi un laser. On a notre milieu actif, qui est le cœur de la fibre optique, et l'intérieur de notre paroi, de notre gaine extérieure de fibre optique, est tapissé d'un miroir. Ce qui fait que quand on envoie la pompe, donc notre énergie lumineuse d'un côté de la fibre, les photons vont rebondir à l'intérieur de notre fibre optique et traverser à chaque fois notre milieu actif, nos molécules qui demandent qu'à être excitées. Nous avons 60 mètres de fibre optique dans nos lasers fibres. Au bout de 60 mètres de fibre optique, je peux vous garantir qu'on a une énergie considérable. Alors, le laser fibre a un gros avantage. 60 mètres de fibre égale 60 mètres de miroir. On a une usure du miroir et du milieu actif qui est bien moindre que sur une petite cavité avec un petit cristal et des petits miroirs. Voilà, donc on peut annoncer sur des lasers fibres des durées de vie beaucoup plus grandes que sur un laser traditionnel.
C'est pourquoi aujourd'hui dans l'industrie, le laser fibre se développe très très rapidement. Alors, nous avons notre faisceau cohérent, avec une énergie suffisante. Mais est-ce tout? Bien sûr que non. Il reste un point important, la focalisation. En effet, on se souvient tous avoir utilisé une loupe pour brûler une feuille de papier, ou un insecte pour certains. Et cette loupe, elle nous servait à concentrer l'énergie. Avec le laser, c'est exactement la même chose, puisque nous sommes dans le domaine de l'optique, de la lumière. Nous allons utiliser un ensemble de lentilles qu'on appellera un objectif f-θ. Voilà à quoi ça ressemble. Cet objectif va nous permettre de concentrer notre énergie sur un point de focalisation bien précis. Toute l'énergie qui a été générée dans notre laser va être focalisée sur un seul point. Donc vous comprenez qu'un laser a une focale fixe, qui va être en fonction de l'objectif qu'on choisit. Et l'objectif qu'on choisit va déterminer le champ de marquage. Sachant que globalement, on peut aller sur des champs de marquage maximum de 300 mm par 300 mm avec les technologies actuelles. Alors, quand on parle de choix d'un laser pour des applications de marquage, il y a un paramètre qui va être très important, c'est l'absorption. On se souvient que si l'on voit un objet bleu, c'est que cet objet renvoie à notre œil uniquement la composante chromatique du bleu. Toutes les autres composantes chromatiques sont absorbées. Le rouge, le vert, tout est absorbé. Sauf le bleu qui nous est réfléchi. Sur du noir, la couleur noire va absorber l'ensemble des émissions chromatiques, alors que le blanc va réfléchir l'ensemble. Donc vous comprenez qu'en fonction de la matière, de la couleur de la matière, la couleur de notre laser va être importante. Impossible de marquer une pièce de couleur bleue avec un laser bleu, puisque la lumière bleue va être réfléchie, ne va pas être absorbée par votre pièce bleue, donc nous n'aurons aucune interaction, ou quasi aucune interaction entre le laser et la matière. Voilà, donc ça c'est un point important. Un autre point important, donc on a parlé de l'absorption et de la réflexion, c'est qu'on a deux autres phénomènes quand on travaille sur une application qu'on doit prendre en compte, c'est la diffusion et la transmission. Je vous donne un exemple, on travaille dans l'industrie avec des plastiques qui sont chargés de plus en plus de fibres de verre pour des questions principalement de solidité du plastique. Or, la fibre de verre, sur des lasers infrarouges, des lasers 1064 nanomètres, la fibre de verre a la particularité de diffuser cette lumière infrarouge. Elle ne l'absorbe pas, elle ne la réfléchit pas, elle la diffuse. Donc sur un plastique, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va, un plastique chargé en fibre de verre, on va avoir une diffusion de cette chaleur dans notre matière. Donc on va être obligé de mettre beaucoup de puissance pour essayer d'avoir une interaction. Et au final, tout ce qu'on va arriver à faire, c'est échauffer la matière et la brûler. Voilà, donc ce point de diffusion est important. Et le point de transmission, c'est important aussi, puisque vous voyez que notre faisceau va passer au travers d'une matière transmittive. Donc aucune interaction. C'est vraiment l'absorption qui va nous permettre d'avoir une interaction avec la matière. Alors, quand on parle d'interaction avec la matière, justement, voilà un slide qui présente tous les phénomènes qu'on risque de rencontrer. Ça peut être des phénomènes de thermique, ça peut être des phénomènes de thermochimie, on peut faire de l'oxydation, une nitruration, ça peut être des phénomènes liés à la structure du matériau, on va être capable de créer des micro-fissures, alors qu'on ne souhaite pas ou qu'on souhaite. On va avoir bien sûr une convection d'énergie. Donc tous ces phénomènes sont vraiment à prendre en compte, à bien connaître, quand on veut faire du marquage ou du traitement sur une pièce avec un système laser. Et bien sûr, il faut bien connaître sa matière, puisque c'est aussi cette matière-là qui va nous faire état de ces phénomènes. Voilà, une autre chose importante au niveau de la fusion et de la température, bien sûr, plus on reste longtemps ou plus on envoie de puissance, plus notre phénomène de fusion va être important. Plus on va dépasser la température de fusion du matériau. Donc on aura, si on ne dépasse pas la température de fusion du matériau, simplement une zone échauffée, jusqu'à un bain de fusion quand on commence à dépasser la température de fusion, et une vaporisation avec une création d'un capillaire
une vaporisation si on atteint la température de vaporisation. Donc, ces températures de fusion et températures de vaporisation sont des éléments également à connaître par rapport aux matériaux que vous souhaitez marquer. Alors, je vous ai mis quelques exemples de principes qu'on va utiliser dans le marquage et qui vont nous donner des applications différentes. Donc, j'ai séparé en deux parties, une partie acier, aluminium, enfin, tout ce qui est métallique, et une partie plastique. Pour les métaux, on peut chercher à avoir une oxydation qui va nous donner un marquage foncé, typiquement sur un acier inoxydable. Vous allez voir un petit exemple dans la vidéo qui suit. On va chercher à avoir un marquage noir sur de l'inox. Et pour chercher à avoir ce marquage noir, on ne va pas attaquer du tout la surface. Enfin, pas l'attaquer, on ne va pas faire d'ablation de surface, on va simplement faire une oxydation. On va changer la structure moléculaire uniquement de la surface. Ce ne sera pas du tout un marquage en profondeur. Un autre principe qu'on peut utiliser sur de l'aluminium anodisé ou sur un matériel peint, c'est qu'on va faire l'ablation de cette peinture ou de cette anodisation en essayant de ne pas entamer le matériau inférieur. Et on peut également, là par contre, vouloir faire de la gravure. Ce qu'on appelle la gravure, c'est vraiment faire de l'ablation de matériaux, donc on va vraiment enlever de la matière. C'est un petit peu la même chose sur les plastiques. Coloration de la surface, c'est équivaut à une oxydation sur les métaux, donc on va faire un changement de la pigmentation de la matière en surface. Et on peut faire également, alors ça n'apparaît pas, mais de la gravure. On peut très bien enlever de la matière, donc brûler de la matière plastique. Et puis, une chose qui est réservée au plastique, c'est ce qu'on appelle le moussage. Le principe du moussage, ça va nous permettre de faire des marquages très, très contrastés, souvent, sur les plastiques. Alors, par contre, qui sont en surépaisseur. Alors là où il faut faire attention avec cette technique, c'est que c'est des marquages qui sont souvent assez peu, qui tiennent assez peu dans le temps, qui sont assez peu durables. Donc, il faut vraiment bien prendre ses précautions quand on fait du moussage avec des plastiques. Voilà, ma foi, vous voyez qu'avec un même faisceau laser, on va être capable d'utiliser différentes techniques, différents réglages qui vont nous donner des aspects différents. Pour finir, un petit mot sur les différents lasers qu'on utilise dans l'industrie. On en a répertorié 4 principaux. Vous voyez que dans le domaine des lasers, alors là, il n'y a pas que les lasers industriels, il y a aussi des lasers scientifiques et médicaux, mais on a une grande palette de lasers différents. Tout ce que vous voyez ici, Excimer, c'est toutes des technologies laser différentes. Dans l'industrie, au niveau du marquage, on en utilise 4. Le premier dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle le laser CO2. Donc un laser CO2, vous vous souvenez tout à l'heure, dans les milieux actifs, on a parlé de milieux actifs gazeux, donc on est typiquement dans ce cas-là. Le milieu actif est du CO2. Et on va exciter les molécules de CO2 avec des impulsions électriques très élevées. Alors le laser CO2 se situe dans la longueur d'onde 10 600 nanomètres, donc il n'est pas visible, et il va nous permettre de marquer les plastiques, beaucoup de plastiques. Alors quand je dis marquer, c'est vraiment graver. On ne va pas faire un marquage avec fort contraste, mais par contre on va vraiment graver les plastiques. Et puis on va marquer des matériaux organiques, tels que le bois, le cuir, le papier, également le verre. Voilà, le CO2 a la particularité d'être arrêté, d'avoir une bonne interaction avec le verre ou avec des plastiques transparents, ce que ne savent pas forcément faire les autres lasers. Le deuxième laser qui est très utilisé dans l'industrie, c'est le laser YAG ou le laser à fibre, qui lui va travailler dans la longueur d'onde 1064 nanomètres, autour de 1064 nanomètres. Et c'est un laser qui est très utilisé dans le marquage pour toutes les pièces métalliques et une bonne partie de pièces plastiques également, parce que sur les plastiques, on va obtenir un très bon contraste la majorité du temps. On peut faire des marquages presque blancs sur des plastiques noirs. Alors je dis presque blanc, parce que c'est un laser qui a un petit peu l'inconvénient d'avoir un effet thermique assez important. Et sur un plastique, on va très, très vite échauffer la matière et notre marquage blanc va se transformer assez vite en marquage beige clair. Voilà, mais en tout cas, c'est des lasers qu'on rencontre très souvent dans le domaine du marquage. Et les deux derniers dont on va parler, les lasers verts et les lasers bleus, sont des lasers un petit peu moins répandus et qui sont plus récents. Laser vert, pourquoi? Parce qu'on est dans la longueur d'onde 532 nanomètres, donc dans le vert visible. Et bleu, vous l'aurez compris, dans le domaine du 355 nanomètres, donc dans le domaine de l'ultraviolet.
Et ces deux lasers vont avoir la particularité d'avoir une interaction moins forte en termes d'échange calorique avec la matière. Donc de moins brûler la matière. Sur des plastiques, c'est intéressant. On peut avoir des marquages très sympas sur des plastiques clairs qui sont sensibles, qu'on aura du mal à marquer avec un laser YAG. Avec un laser bleu ou un laser vert, on va être capable de faire ce type de marquage. Alors, il y a un domaine que je n'ai pas abordé dans ces lasers utilisés dans l'industrie, c'est les lasers, ce qu'on va appeler rapides et ultra rapides. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de lasers impulsionnels avec des durées d'impulsion autour de 100 nanosecondes. Sachez qu'aujourd'hui, on est capable de faire des lasers qui sont en dessous de la nanoseconde. On parle de lasers picosecondes, ou voire même des lasers femtosecondes. Donc des lasers qui sont utilisés pour marquer des pièces très très sensibles et également pour faire de l'usinage sur des aciers, sur des métaux, avec les lasers femtosecondes. Alors l'inconvénient, c'est que c'est des lasers qui sont aujourd'hui encore assez coûteux et assez peu industrialisés. Voilà pour les principaux lasers utilisés dans l'industrie. Ce que je vous propose maintenant, c'est quelques exemples de marquage. Je vous propose de voir Voilà quelques exemples de marquage. Alors, je vous propose maintenant d'aborder la partie questions-réponses. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. En tout cas, je vous remercie d'avoir été patient et de m'avoir écouté pour cette petite présentation. Juste, je vous annonce que le prochain webinaire qui aura lieu, 1er mars, et qui sera dédié cette fois à la sécurité. Dès qu'on intègre un système de marquage laser, on doit prendre en compte des problématiques de sécurité, on doit former les opérateurs, les techniciens qui interviennent sur le laser. Donc, ça sera l'objet de notre prochain webinaire le 1er mars. Mais tout de suite, je vous donne rendez-vous pour nos questions-réponses et merci d'avoir participé à ce séminaire.